Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ushuaïa le Mag. Alors aujourd'hui, je suis au Palais de la Découverte à Paris et j'y ai rendez-vous avec un scientifique à la renommée internationale qui, figurez-vous, s'aventure dans le futur grâce à ce qu'on appelle des prospectives et comme elles sont scientifiquement fondées, eh bien, elles s'avèrent bien souvent très justes. Il s'agit de Joël Deroné que je suis honorée de rencontrer, mais avant cela, eh bien, place au sommaire. Cette semaine, dans Ushuaïa le Mag, je reçois Joël Deroné, un scientifique inspirant pour notre environnement. Puis nous irons à la rencontre d'Yvan Bourgnon, celui qui a imaginé le Sea Cleaner, un bateau d'un nouveau genre qui nettoie les océans du plastique. Puis nous mettrons en lumière une start-up qui a imaginé un moyen de nous éclairer avec des bactéries marines. Enfin, le tuto nous donnera des clés pour faire baisser notre consommation électrique au quotidien. Joël Deroné, bonjour. Bonjour. Nous sommes très honorés de vous recevoir dans Ushuaïa le Mag. Alors, vous êtes biologiste, prospectiviste, c'est-à-dire que vous anticipez, vous projetez dans le futur. Et vous nous avez donné rendez-vous ici car vous êtes également conseiller du président d'Universcience. Pour nos téléspectateurs, Universcience, c'est la Cité des sciences et de l'industrie et le Palais de la Découverte. Alors, pour pouvoir se projeter dans le futur, déjà, j'imagine qu'il faut avoir une bonne connaissance de notre présent. C'est un petit peu le rôle du Palais de la Découverte. Oui, les deux. Le passé pour l'histoire, qui sont un peu les racines du futur. Le présent, donc une information multidimensionnelle, ou comme on le dit aussi pluridisciplinaire, qui ne se consacre pas seulement à une discipline donnée, les mathématiques, la physique ou la chimie, mais qui essaye de les montrer ensemble. C'est ça qu'on essaye de faire au Palais de la Découverte, la Cité des sciences, qui est de mettre en scène la science et les technologies pour donner envie du futur. Oui. Que les gens ont envie de le comprendre et envie de le construire ensemble. Et ça fonctionne puisque vous, c'est ici que vous avez eu aussi envie d'être scientifique. Exactement, à l'âge de 12 ans, j'ai visité le Palais de la Découverte et ça m'a vraiment tellement passionné que ça a construit ma vocation de scientifique. Je pense que je suis devenu scientifique grâce au Palais de la Découverte. On a la même date de naissance. Le Palais de la Découverte est né en 1937, au moment de l'exposition universelle, et moi aussi, en 1937. C'était un signe alors. Je voudrais qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet par rapport à l'environnement, à la nature. Aujourd'hui, je ne sais pas d'ailleurs si on va parler de prévision, de prospectives, là, dans ce cas-là, autour de notre planète, elles sont quand même assez alarmantes. Le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité. Quel est votre regard, à vous, sur tous ces chiffres alarmants ? Alors, d'abord, mon regard est celui d'un technologue humaniste. Ce qui veut dire que je ne pense pas que la technologie seule peut changer la société et régler les problèmes dont vous parlez, par exemple, du climat. Et humaniste, parce que ce sont les gens qui se réapproprient les technologies pour changer le monde. Donc mon regard n'est pas un regard dramatique. J'essaye de penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter le drame et la catastrophe. Donc bien sûr, je prends en compte les réchauffements climatiques, mais les questions que je me pose, c'est comment la transition énergétique, avec le mix énergétique des énergies renouvelables, la distribution de l'énergie par des smart grids et la participation de chacun à cette transition énergétique peut nous aider à éviter la catastrophe. Mais il faut aussi la prévoir. Alors vous avez été un des premiers, justement, dans les années 70, à alerter les concitoyens sur la menace d'un réchauffement climatique. À cette époque, vous étiez perçu comment ? Un peu comme utopique, science-fiction. J'ai parlé dans ce livre, Le Macroscope en 1975, du réchauffement climatique, des biotechnologies, de la bio-industrie, des nanotechnologies, d'Internet. Ça n'existait pas. Et donc, ma vision prospective de convergence des techniques entre elles m'a amené à penser à des scénarios du futur que j'ai décrits déjà dans ce livre, il y a presque 40 ans, et qui se réalisent aujourd'hui. Donc, ce que je me dis, c'est que si on a la possibilité de prévoir et de prédire, on a aussi la possibilité de se réunir ensemble pour éviter que ça se produise. Oui. Et je me concentre plutôt sur ça d'une manière positive, je ne dis pas optimiste, mais je me concentre plutôt sur ça pour essayer d'aider les gens à comprendre d'abord. Je suis prof de base, et je le resterai toute ma vie, vulgarisateur, comprendre et agir, ensemble, pas tout seul. Mais alors justement, si je reprends un passage d'un de vos autres livres, 2020, les scénarios du futur, que vous avez publié au début des années 2000, vous y disiez que si nous n'adoptions pas dès maintenant les principes fondamentaux de l'éco-énergétique, la bioéconomie et l'amortissement de l'éco-capital, on allait tout droit vers cette tendance néfaste qui était due justement à une croissance industrielle et économique non régulée. 2020, c'est demain. Donc on y arrive, j'ai l'impression. On y arrive, évidemment, mais j'aime bien le terme que vous avez employé, c'est l'amortissement de l'éco-capital. Ce sont les miens, mais vous l'avez repris. Ça me permet de rebondir dessus. L'idée de l'amortissement de l'éco-capital, en fait, c'est le réinvestissement dans un capital pour le prolonger, comme on réinvestit dans sa maison pour la peinture, les tuiles sur le toit ou dans sa voiture. Donc le réinvestissement dans l'éco-capital, c'est le capital de la Terre, de toutes les ressources qu'on utilise. Donc réinvestir dans l'éco-capital, c'est une action quotidienne.
c'est la possibilité ensemble de se dire, plutôt que d'attendre qu'il se dégrade, réinvestissons dedans en énergie, en action, en sélection, en tri des ordures ménagères, par exemple, en économie. En temps qu'on va donner, en économie d'électricité, en économie de ne pas trop utiliser sa voiture et les combustibles fossiles. Donc tout ceci, c'est une action quotidienne, en quelque sorte, manger différemment, par exemple, pour ne pas utiliser trop de bœuf qui, lui, fabrique du CO2 et du méthane, c'est voter tous les jours pour l'environnement. Voilà une action quotidienne. Manger différemment, c'est voter tous les jours pour l'environnement. Donc c'est vers ça que je milite, permettre à chacun de comprendre pourquoi il ou elle le fait et par son action de pouvoir mesurer les effets sur la planète. Est-ce qu'il y a une pollution particulière, justement, sur notre planète qui vous heurte plus qu'une autre, ou quelque chose qui vous met en colère? Alors d'abord, vous avez raison de parler de pollution, parce qu'évidemment, le réchauffement climatique m'angoisse et m'inquiète. Mais je pense qu'on ne met pas assez en avant la pollution. Et la pollution, il y en a 3 pour moi. Il y a la pollution des mers, avec les plastiques. Il y a la pollution de la nourriture, avec les additifs, les pesticides, etc., la pollution chimique. Et il y a la pollution de l'air. Donc l'eau, avec les plastiques, notre corps avec une alimentation, une malbouffe, comme je l'ai appelé dans un livre que j'ai écrit, qui s'appelait justement La malbouffe, en 79, et l'air. Donc tout ceci, il faut lutter contre, et on peut aujourd'hui, on a les moyens parce qu'on sait ce qu'on devrait faire. Alors, il y a une différence entre ce que l'on sait, ce qu'on devrait faire, et le faire. Oui. Il y a un grand navigateur, Yvan Bourgnon, qui a fait de cette pollution vraiment son cheval de bataille. Il a monté le projet Sea Cleaner, un bateau nettoyeur des océans. Découvrons ce personnage à travers ce reportage. Les océans, immenses, majestueux, à l'origine de l'ensemble de la vie sur Terre, occupent 70% de la surface du globe. À ce jour, nous n'avons découvert qu'une infime partie des êtres merveilleux qui les peuplent. Depuis que nos ancêtres les ont quittés, il y a de ça 360 millions d'années, ils ne cessent de nous fasciner, de nous attirer. Mais si les océans sont vides d'hommes, ils ne sont pas vierges de leur présence. En quelques décennies, l'hyperconsommation propre à nos modes de vie a créé un fléau d'une ampleur sans précédent, les continents de plastique. Plus de 8 millions de tonnes de ces déchets quittent chaque année nos villes, nos fleuves, nos côtes pour gagner le cœur de l'immensité bleue et asphyxier toute la vie qui s'y trouve. Plus de 100 000 animaux marins en meurent chaque année. Si rien n'est fait, d'ici 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. Face à cette catastrophe, il faut plus que jamais se mobiliser. Car si nous sommes la source du problème, nous tenons la solution entre nos mains. Fort de cette idée, le navigateur Yvan Bourgnon s'est lancé dans le projet Sea Cleaner, un bateau capable de retirer une partie du plastique des océans. Pour lui, il est urgent d'agir, de sensibiliser et de garder espoir. On a consommé entre 2000 et 2018 plus de plastique que tout ce qu'on a consommé au siècle dernier. Que ce chiffre de ce qu'on consomme aujourd'hui en 2018, il va se multiplier par 2 ou 3 en 2050. Donc le seul moyen évidemment de parvenir à éradiquer le problème, c'est d'essayer de moins consommer, de mieux éduquer et surtout de mieux gérer les déchets en allant avec ce bateau révolutionnaire à la fois dépolluer les océans, en même temps profitant de notre passage pour éduquer les gens, pour leur proposer aussi des solutions de recyclage directement applicables dans la foulée. Le Sea Cleaner, connu aussi sous le nom de Manta, captera les déchets qui passent entre ses coques pour être remontés sur des tapis roulants, puis compactés et stockés avant de regagner le continent. On sait qu'on va pouvoir ramasser entre 5 à 10 000 tonnes de plastique par an par bateau, qu'avec 100 bateaux de Sea Cleaner, 100 Manta, on arriverait à dépolluer à peu près 10% de la pollution mondiale future, sachant que la pollution du passé, on ne peut pas s'en occuper. On sait que c'est les grands fleuves, les grandes villes comme Singapour, Hong Kong, etc., qui polluent énormément. Et donc le but, c'est d'aller à la source, près de là où sont jetés les gros déchets plastiques, pour qu'ils les récupèrent avant qu'ils se dégradent et qu'ils soient piégés par les courants océaniques. C'est maintenant qu'il faut aller, parce qu'on sait très bien qu'il n'y aura pas de changement radical qui va intervenir dans les prochaines décennies. Les projets comme celui d'Yvan Bourgnon se développent pour réduire notre impact. Mais ils ne pourront jamais venir à bout des 5 milliards de sacs plastiques produits chaque année, ni du million de bouteilles écoulées chaque minute. Pour sauver les océans, les navigateurs ont besoin de nous. Valentine Cancel de l'association Zero Waste France fait partie de ceux qui pensent que le meilleur moyen de nettoyer les océans, c'est de ne pas les polluer. En repensant simplement nos habitudes, nous pouvons changer le monde.
tous les produits plastiques qu'on consomme au quotidien, on peut se poser la question en fait systématiquement par quoi je pourrais le remplacer. Typiquement, la bouteille en plastique, c'est assez simple en fait. L'eau du robinet, elle est d'excellente qualité. Et puis sinon, si on n'apprécie pas le goût parce qu'elle est un peu calcaire, on peut la filtrer avec un bâton de charbon actif par exemple, qui est en fait parfaitement naturel. C'est aussi une habitude à prendre au niveau citoyen et personnel. C'est les fameux 3 R, refuser, réduire, recycler. Refuser, c'est la première étape, c'est d'apprendre à dire non aux gobelets en plastique dont je n'ai pas besoin, en fait. Aux couverts que je peux aisément remplacer par des couverts que j'ai tout le temps dans mon sac ou au moins dans mon bureau. C'est facile d'avoir un impact positif sur la planète. Et la bonne nouvelle sur la question des déchets, c'est que penser à la planète, c'est aussi penser à nous et à notre porte-monnaie. Faire soi-même ses produits ménagers, passer à des achats en vrac, réduire ses déchets et donc repenser ses modes de consommation, c'est aussi faire des économies considérables. Les gens qui se sont vraiment lancés dans un mode de vie zéro déchet et très respectueux de l'environnement peuvent réduire leurs dépenses de 30% sur l'année, donc c'est absolument pas négligeable. Améliorer notre quotidien, diminuer notre impact sur la planète, tout cela par de petits gestes. Nous n'avons plus d'arguments pour rester dans l'inaction. Il est absolument urgent d'agir, c'est facile d'agir. Et en tant que citoyen, tout le monde peut être acteur de ce changement et tout le monde peut participer à cette réduction des déchets à la source pour une société zéro déchet, zéro gaspillage. Avec l'aide de tous, les générations futures auront peut-être la chance que nous avons eue de connaître des océans vastes, beaux et peuplés d'êtres merveilleux que nous aimons trop pour les faire souffrir plus longtemps. Joël de Ronet, là, on vient de voir dans son sujet que Yvan Bourgnon, véritablement, là, il fait quelque chose. Ça devient concret, son projet. Concret et surtout peu consommateur en énergie. Ce sont des bateaux absolument géniaux parce qu'ils ramassent, à l'inverse d'un chasse-neige qui pousse la neige devant lui. Là, c'est un truc à l'envers, qui est d'une sorte de cul-de-sac qui prend la pollution. L'idée est normale, l'idée est naturelle. C'est une idée qui nous viendrait à l'esprit si on avait traîné derrière nous un truc pour ramasser les pollutions. Oui. Donc, bravo. Vous faites partie de ceux qui ont introduit le surf en France. Racontez-nous, c'était quand, comment ça s'est passé? Je le raconte à vous, à mes amis surfeurs aussi, qui savent un peu comment ça s'est passé. Les plus jeunes le savent moins, parce que moi j'ai commencé en 1957, il y a 60 ans, plus même, où je fais du surf sans non-stop. Alors ça s'est passé grâce à un ami américain, Peter Wirtel, un scénariste américain qui allait tourner un film en Espagne avec Hemingway. Le soleil se lève aussi. Et il avait fait venir de Californie une planche en balsa recouverte de plastique, parce qu'il avait vu, quand il était venu explorer les scènes pour tourner, des vagues à la côte des Basques. Et mes amis m'ont dit de prendre contact avec lui. Ce que j'ai fait avec mon Solex, j'étais à la côte des Basques et j'ai vu un type qui marchait sur l'eau avec sa planche. Et Peter Wirtel m'a dit, écoute Joël, moi je pars en Espagne 3 mois. Toi, tu as des vacances d'étudiant de 3 mois. Je te laisse ma planche, débrouille-toi. Débrouille-toi. J'avais personne pour m'apprendre comment faire. Donc j'ai vraiment commencé le surf, il n'y avait personne. Et donc, depuis 58, j'ai jamais arrêté de surfer. Ça vous a aussi un peu guidé dans votre vie, dans votre façon d'appréhender notre rapport à la vie? Absolument. J'ai même écrit un livre qui s'appelle « Surfer la vie », qui se fonde sur la métaphore du surf, la métaphore que j'appelle le déterminisme et la liberté. La vague est déterminée, mais moi, je suis libre de la surfer, comme je le disais, tout seul. Et en même temps, la vie, le management, c'est quelque chose qui se déroule dans la fluidité. Donc, on est dans un monde complexe qui se déroule de manière dynamique dans le temps, comme la vie elle-même. Et comme la vague elle-même. C'est pourquoi je prône ce que j'appelle le déséquilibre contrôlé. Je m'explique. Le surfeur, il n'est pas en équilibre. S'il est en équilibre sur sa planche, qui elle bouge, et la vague bouge, il tombe. Oui. Donc il doit être en déséquilibre contrôlé. D'accord. Alors le sport, on l'a compris, c'est très important dans votre vie. Et vous en parlez aussi beaucoup dans votre dernier ouvrage, La symphonie du vivant, comment l'épigénétique va changer votre vie. Déjà, épigénétique, qu'est-ce que ça signifie? Épi veut dire par-dessus. Oui. Donc on a un programme que la génétique, sous forme de l'ADN, qui programme notre vie par les enzymes, les protéines, leur fonctionnement. Mais épi, par-dessus, ça veut dire qu'il y a un programme par-dessus le programme, qui peut le modifier comme un volume de votre radio, mais plus fort, moins fort ou éteint. Donc on peut influencer l'expression de nos gènes. Exactement. On peut influencer l'expression de nos gènes, en mettre plus fort, moins fort ou éteint, grâce aux 5 éléments de notre comportement: la nutrition équilibrée, l'exercice régulier, le management du stress par le yoga ou la méditation, le plaisir de faire ce que l'on fait et l'harmonie du réseau social, familial et professionnel. Ces 5 éléments, tous les jours de votre vie, suscitent dans le corps des produits qui vont dans le noyau des cellules, inhiber, éteindre, allumer ou amplifier l'ADN.
Et donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ignorait il y a encore 20 ou 30 ans, qui est le fait qu'on peut faire quelque chose pour soi. Vous vous rappelez quel âge vous avez ? 82. Effectivement. Et est-ce que les sciences vont aussi venir nous aider pour préserver notre planète ? Est-ce que ce que vous appelez l'intelligence auxiliaire va arriver comme un complément pour adapter notre mode de vie ? Oui, vous avez raison de parler de complément. J'appelle effectivement l'intelligence artificielle l'intelligence auxiliaire. Pourquoi d'ailleurs Parce que l'intelligence artificielle donne l'impression qu'elle est contre l'intelligence naturelle, qu'elle s'oppose à notre intelligence naturelle, voire qu'elle la remplace dans beaucoup de métiers. Alors moi, j'ai créé le terme d'intelligence auxiliaire, toujours IA, parce que je pense qu'elle peut nous aider à augmenter nos compétences, à augmenter notre cerveau. Et surtout, là où elle est très forte, c'est dans ce qu'on appelle le big data. Et l'environnement, les capteurs qu'on met partout génèrent énormément de big data, c'est-à-dire des données parasites, ce que j'appelle aussi l'infobésité. Il y a trop d'informations. Or, l'intelligence auxiliaire peut nous aider à trier dans cette infobésité ce qui est pertinent pour notre action quotidienne. Donc nous dire faites ça plutôt que ça. Ces technologies, quand on les allie à la créativité, à l'intelligence humaine, ainsi qu'en s'inspirant de la nature, eh bien, on peut par exemple concevoir des éclairages sans électricité. Eh bien, c'est le reportage d'Olivia. Il marche pour la planète en sachant eh bien, que 15% de l'électricité mondiale sert justement à nous éclairer. Il marche pour la planète, mettez un peu de lumière au cœur de votre hiver aujourd'hui. Mais attention, nous n'allons pas vous éclairer n'importe comment. Cette lumière-là puise son inspiration au fond de la mer. Et oui, la nature est bien faite. En observant ce que notre planète a créé, on découvre des moyens de mieux la protéger en développant des solutions non polluantes. Alors, comment produit-on une source de lumière durable et autonome en énergie en utilisant les propriétés de micro-organismes marins ? Eh bien, c'est ce que nous allons demander à Sandra Ray, qui est à la tête de Glowy. Bonjour Sandra. Bonjour. Vous nous présentez Glowy ? Alors Glowy, c'est une start-up qui développe un système de lumière biologique qui fonctionne grâce à un phénomène qui s'appelle la bioluminescence et qui a la capacité qu'ont beaucoup d'organismes vivants à produire de la lumière. Expliquez-nous pour qu'on comprenne bien ce qu'est la bioluminescence. La bioluminescence est une réaction chimique qui produit de la lumière naturelle chez les organismes vivants. Ça fait interagir en fait des gènes qui font qu'à la fin, il y a une production de photons qui fait de la lumière. La bioluminescence, ce sont sur Terre les lucioles, les vers luisants, les champignons. Et dans la mer, ce sont plus de 80% des organismes marins qui sont capables de produire cette lumière naturelle. Par exemple, quel type d'animaux marins ? Alors, il y a du plancton, il y a des poissons, il y a des calamars, des crevettes. Toutes sortes d'animaux sont vraiment capables de produire cette lumière. Une petite précision, la bioluminescence, elle est soit générée par les organismes en eux-mêmes dans leur ADN, soit par des bactéries qui vivent en symbiose chez ces organismes, comme c'est le cas pour le calamar par exemple. Alors vous cultivez les bactéries qui vont produire cette lumière biologique. Quels sont les avantages de cette matière première vivante ? Il y a beaucoup d'avantages en fait à utiliser cette matière première vivante. La première, c'est qu'effectivement elle se cultive et donc elle est totalement illimitée et on n'a pas besoin d'extraire des ressources naturelles à la planète Terre. La deuxième, c'est que on a une matière qui est 100% biologique et donc en fin de vie, on va pouvoir soit la neutraliser, soit la revaloriser sans trace sur l'environnement. Et la troisième, c'est qu'on va limiter la consommation d'électricité puisqu'on produit de la lumière de manière biologique. Il y a un autre avantage à la bioluminescence, c'est vraiment la qualité de la lumière qui est très douce, pas du tout agressive et du coup qui va permettre de résoudre également des problématiques de pollution lumineuse et de pollution visuelle pour plus de confort et de bien-être dans nos villes. Alors justement, vous parliez de ville, à quel type de structure est destinée cette lumière ? Alors notre ambition chez Glowy, c'est de mettre la lumière dans le paysage de demain. C'est-à-dire remplacer la lumière électrique pour la communication extérieure, des façades de bâtiments, des parcs et jardins, des souterrains. Donc vraiment s'intégrer dans la ville. Pour en arriver là, on passe par différentes étapes. Aujourd'hui, on propose cette lumière pour des usages éphémères, en événementiel notamment, et pour des usages de relaxation dans le domaine du bien-être, pour profiter de cette qualité de lumière et démocratiser un peu l'utilisation de la bioluminescence dans notre quotidien. Quels sont vos objectifs pour l'avenir ? Est-ce que vous allez développer encore plus cette lumière de demain ? L'objectif pour l'avenir, c'est de faire de cette lumière une véritable évidence en fait, pour la simple et bonne raison que ça fait 3,8 milliards d'années que la nature fait de la recherche pour développer des solutions efficaces. Et donc à partir du moment où on se rend compte de ça et que la bioluminescence a été dans l'évolution et chez plus de 80% d'espèces marines, c'est qu'elle est efficace et donc que c'est une solution clairement pour notre avenir. Joël de René, peut-être qu'on pourrait envisager d'éclairer cet endroit avec la bioluminescence des bactéries, comme on vient de voir dans le reportage. Des bactéries et du ver luisant. Oui, on voyait qu'ils utilisent le même principe, la luciférine et la luciférase. Oui. Et donc maintenant, ça s'industrialise et c'est ça qui est extraordinaire, c'est du biomimétisme, on pourrait appeler ça.
Alors, dans votre livre, Le Macroscope, publié en 1975, vous aviez déjà anticipé la possibilité de faire travailler des microbes. C'est un peu ça aussi. Exactement, c'est ce que j'ai appelé les biotechnologies et la bioindustrie. Les mots étaient très nouveaux, les gens ne savaient pas ce que ça allait donner, comment faire travailler des microbes. Et comme la chimie, les microbes produisent des tas de substances utiles, notamment pharmaceutiques, et en les contrôlant dans des grands fermenteurs, et même en les reprogrammant dans ce qu'on appelle le génie génétique, qui a fait très peur, mais qui aujourd'hui permet de fabriquer des médicaments très importants. On a la naissance des biotechnologies, des start-up, de la bioindustrie. Et Dieu sait s'il y a des milliers de start-up en biologie dans le monde entier. Est-ce que dans le cadre de la biotechnologie, il y a quelque chose, vous, qui vous fascine particulièrement? C'est la chimie du cerveau qui me fascine. C'est d'utiliser la chimie du cerveau grâce à des produits fabriqués par des microbes, qui peuvent être des produits antidépresseurs, même des produits anticancéreux pour le glioblastome, qui est un cancer du cerveau. Et surtout, c'est toutes les découvertes qu'on est en train de faire, qu'on expose d'ailleurs à la Cité des Sciences récemment, sur le microbiome, les 100 000 milliards de microbes qui vivent dans notre corps et qui produisent tout un tas de substances dont on a besoin pour vivre. Tant ça, les progrès là-dessus sont considérables et fulgurants. Est-ce que le fait d'avoir finalement fait de nombreuses prospectives dans de nombreux domaines, vous n'êtes plus surpris de rien puisque vous avez déjà tout anticipé presque? Non, je suis tout le temps surpris parce que l'anticipation, c'est ce qui va arriver. Ça arrive et évidemment, parce que ça arrive, ça crée des outils nouveaux, ça crée une pensée nouvelle et ça me fait rebondir. D'accord. Donc vous ne vous arrêtez jamais en fait. Comme le surf. Oui. Je pense à la prochaine vague. Dès qu'on a surfé une super vague, on pense à la prochaine. Et ce qui est assez formidable comme les vagues, c'est pas comme la mort. La vague, elle va pas finir sur la plage et c'est fini, on peut plus surfer. Comme le phénix, on renaît de ses cendres, de sa dernière vague, pour aller en prendre une autre qui sera, j'espère, meilleure. Donc c'est un peu ça la prospective. Ça nous fait faire des bonds vers le futur. Et quand ça arrive, on fait d'autres bonds à partir de ce qu'on a prédit. Donc vous êtes toujours, vous, en train de vous questionner, vous allez toujours... Sans arrêt, je suis dans un flux dynamique. C'est pour ça que je me passionne pour le futur, parce que c'est là où je vais passer le reste de ma vie. Oui. Alors en plus, c'est un côté personnel, mais c'est aussi un côté prof pour donner aux gens envie du futur. Actuellement, on est en train de vivre la révolution numérique. Avant elle, il y avait eu la révolution technologique, qui a été beaucoup plus lente, beaucoup plus longue, et encore avant cela, la révolution biologique. Là, nous, tout s'accélère. Est-ce qu'on est prêt à supporter cette accélération ? Il y a 3 mots. Exponentiel, écosystème numérique, symbiose. Je vais vous expliquer pourquoi je les mets les 3 ensemble. L'évolution exponentielle veut dire qu'on est dans une courbe qui se redresse, où l'information catalyse et amplifie l'information. Donc ça va de plus en plus vite. Donc il faut surfer sur cette dynamique du changement pour s'adapter. Deuxièmement, j'ai dit ce terme d'écosystème numérique. On parle encore d'un vieux truc qui s'appelle Internet. Internet, c'est un système de communication, mais il s'intègre dans un écosystème digital dont fera partie la ville intelligente du futur, la voiture autonome, la domotique, le bureau intelligent, et tout ceci fait partie d'un écosystème. Un écosystème, c'est fait d'éléments en interaction qui modifient l'écosystème et que l'écosystème modifie en retour. Donc écosystème est le 3e mot que j'ai prononcé. Après, c'est symbiose. Symbiose, ça veut dire vivre en win-win avec quelque chose. Gagnant-gagnant, comme le corail. Il y a une algue qui produit de l'énergie grâce à la photosynthèse, dont s'alimente un protozoaire qui fabrique du corail, dans lequel elle se réfugie pour éviter les prédateurs et le courant. Donc ils ont besoin l'un de l'autre. Bien, nous, avec les technologies, avec l'intelligence artificielle ou auxiliaire, on va avoir besoin l'un de l'autre, comme ma voiture a besoin de moi pour la maintenir, mettre de l'essence et mettre de l'huile. Oui. Mais moi, j'ai besoin de ma voiture pour marcher à 80 km/h, si je respecte les limitations de vitesse. Donc, on va vers l'ère de la symbiose, plus seulement la communication. Si vous posez la question aux gens, vous faites un sondage, qu'est-ce qui vous a le plus frappé ces 30 dernières années? La plupart des gens répondent la communication, le smartphone, l'ordinateur, Internet. Or aujourd'hui, c'est la symbiose qui va être déterminante. C'est-à-dire que nous allons nous connecter en permanence, si on le souhaite, ou de temps en temps, si on le souhaite, avec cet écosystème numérique pour aller rechercher des informations, communiquer avec les autres, communiquer avec notre propre corps pour savoir comment il va. Si on peut rester en bonne santé, vieillir moins vite. Donc c'est le mot de symbiose qu'il faut retenir pour le futur. Actuellement, vous êtes d'ailleurs conseiller à l'île Maurice, auprès du Premier ministre. Alors j'ai été conseiller du Premier ministre précédent pendant 8 ans sur le projet Maurice Île Durable, de faire d'une île d'1 500 000 habitants un modèle pour le monde, en étant capable de s'alimenter des énergies renouvelables qui viennent du vent, la biomasse, la géothermie, la mer, plutôt que d'importer des combustibles fossiles comme du gaz ou du fioul. Donc j'ai réussi à créer pas mal de règles et de lois
qui ont fait que le pays a déjà changé sur la gestion des économies d'énergie. Alors, on n'en est peut-être pas encore tout de suite à ne plus consommer d'électricité du tout, mais on pourrait apprendre à réduire sa consommation d'électricité. Eh bien, Joël de Ronet, c'est notre tuto du jour. Allumer une lumière, brancher un appareil électrique ou recharger un smartphone, ce sont des gestes devenus naturels et tout à fait ordinaires. Pourtant, cette énergie a un coût financier pour les particuliers et un impact écologique puisqu'elle est produite essentiellement grâce au nucléaire, mais aussi du charbon et même du pétrole. C'est bête comme chou et à l'heure de faire des économies et de penser au climat, le mieux c'est de baisser sa consommation au maximum en essayant de ne pas renoncer à son confort et il y a plein de petits gestes aux grands effets. Pour commencer, il est intéressant de savoir d'où vient notre consommation. Alors en gros, 30% pour le chauffage, 13% pour l'eau chaude, ce qui fait déjà près de la moitié. Ajoutez à cela 18% pour le froid et plus de 13% pour le multimédia et l'informatique. Et nous sommes aux 3/4 de notre consommation, c'est donc là qu'on peut faire des économies. Désormais, la majorité des appareils électroménagers doivent afficher une étiquette qui correspond en fait à leur consommation électrique. Cela va de A à G. Ne négligez pas cet aspect si vous le pouvez. Les économies à moyen terme sont non négligeables. Pour faire des simulations en fonction de l'appareil que vous envisagez d'acheter, l'application Ecogator peut vous aider. On estime qu'entre 15 et 50 appareils sont en veille dans nos foyers. Le petit voyant allumé devient une habitude et pourtant c'est une consommation électrique cachée qui pèse jusqu'à 10% de notre facture annuelle. Débrancher signifie donc des économies et au passage cela rallonge la durée de vie des appareils. Côté lumière, alors si la LED coûte cher à l'achat, elle consomme vraiment beaucoup moins à l'utilisation et finit par être un investissement gagnant. Sinon, éteindre la lumière, ça marche aussi. Le chauffage enfin est une source de consommation majeure, alors si l'objectif du confort est important, sachez que baisser d'1 degré la température d'une pièce équivaut environ à 7% d'économie d'énergie. 19 degrés est considéré comme une température idéale pour l'humain. Et si vous en avez l'occasion, remplacez vos vieux radiateurs électriques par du matériel plus moderne ou même passez à un chauffage récent au bois si vous le pouvez, c'est ce qu'il y a de moins cher. Et maintenant, à vous de jouer. Alors Joël de Ronet, je demande toujours à mes invités de venir avec quelques objets qui leur font sens. Là, vous m'avez comblé parce qu'on a même dû s'asseoir sur un banc pour tout mettre. Alors, expliquez-moi, on va commencer tenez par ça, qui est devant moi. Une coupe, de quoi s'agit-il alors? C'est la coupe des premiers championnats de France de surf que j'ai gagné en 1961. Ah oui, tout simplement, c'est écrit dessus. Voilà. D'accord. C'est la première coupe qui a été remise aux champions de France de surf. Vous avez été le premier champion de France de surf et 4 fois participant au championnat du monde. D'accord. Ce qui explique la planche. Et là, on va continuer dans l'univers du surf avec cette fois-ci. C'est les championnats du monde au Pérou en 1965. Et juste avant, j'avais fait les championnats du monde en Australie en 1964. J'avais fait un tour du monde pour surfer aussi les vagues d'Hawaï. Donc ce sont des souvenirs formidables pour moi. Bon, et là, vous nous avez ramené une petite voiture. Ça représente quoi? C'est une voiture favorite. J'ai été un des premiers en France à avoir une voiture hybride, c'est-à-dire une voiture dans laquelle on met de l'essence, mais qui fabrique de l'électricité pour rouler. Donc ça explique aussi mon intérêt pour l'écologie et l'environnement. C'est pour ça que je l'ai amené. Alors là, il s'agit d'une décoration qui m'a beaucoup touché. L'île Maurice, en fonction de tout le travail que j'ai fait sur le développement durable du pays, m'a offert la plus grande décoration que l'on peut offrir. C'est comme une sorte de super légion d'honneur. Ça s'appelle comment là-bas? Je suis grand commandeur de l'étoile et la clé de l'océan Indien. Waouh! L'étoile et la clé de l'océan Indien, c'est l'île Maurice. C'est l'île Maurice. Je suis le grand commandeur de ça. C'est la plus haute décoration qu'on peut fournir à l'île Maurice. J'en suis très fier. C'est comme une sorte de légion d'honneur locale, mais qui me permet de voir que mon travail est prospectif et un peu visionnaire, de faire de l'île Maurice une île entièrement utilisant les énergies renouvelables, pourra se faire et accepté par la population mauricienne. C'est un blouson que je porte tout le temps pendant l'été. C'est le blouson de Guétari. Guétari, c'est la ville où je fais du surf en face de chez moi, un des meilleurs spots d'Europe. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était un échange passionnant. Et je vous laisse pour que l'on découvre votre coup de cœur et votre coup de griffe. Merci Joël de Ronet. Mon coup de cœur, c'est une association internationale qui s'appelle Clean Workers, les marcheurs de la propreté. Ce sont des groupes de jeunes qui, dans le monde entier, vont nettoyer les villes, les dépolluer à la main, en ramassant les bouteilles, en ramassant les canettes de bière, en ramassant les vieux papiers. Donc je trouve que c'est un sentiment de participation à l'écologie et à l'environnement que j'admire. Mon coup de griffe, ce sont les tweets de M. Trump qui m'énervent.
à chaque fois qu'il en fait, parce qu'il cherche toujours ou à détruire quelqu'un, ou à créer une tension entre des pays, à créer un climat diplomatique impossible. Donc voilà, je déteste ces tweets et la personne.